Soyez tous les bienvenus. Je suis très content que vous nous ayez rejoints aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial pour le Fonds mondial et pour nous alors que nous nous préparons pour cette période d'allocation 2023-2025. Je suis Matthew McGregor, je suis assistant du département financier du Fonds mondial. Je vais faire des présentations aujourd'hui et il y a aussi beaucoup de collègues qui me joignent au sein de ce département financier du secrétariat. Alors, de la part du secrétariat, nous allons présenter certains thèmes parce que les sujets de la pérennité et transition, le cofinancement, l'optimisation des ressources et les financements innovants sont des sujets transversels. C'est des sujets que l'on retrouve partout dans notre travail. Alors, avant de nous lancer, il y a beaucoup de contenu dont on va parler aujourd'hui. Alors, nous allons nous poser également dans un certain nombre de cas, comme Aude l'a dit, pour vous permettre de poser vos questions et utiliser le chat. Ceci est vraiment très précieux pour notre audience. Nous allons également faire des changements euh, entre différentes choses. Et si vous êtes capable de rendre ces transitions possibles, eh bien, cela sera d'autant mieux. Je vais commencer, je vais vous donner un petit peu de recul. On va faire un pas en arrière et je suis sûre que cela ne va pas vous surprendre. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui créent de la pression pour le Fonds mondial dans les pays avec lesquels nous travaillons. Et pour les réponses de VIH, paludisme et TB, nous savons que nous avons une stratégie vraiment très ambitieuse et nous avons besoin davantage d'investissements pour nos allocations et pour vraiment tout ce qui est RCRPS. Il y a aussi de nombreux pays qui ont des contraintes fiscales. On voit également des découpes au niveau de la dépense sanitaire. On voit des challenges également avec l'inflation, avec les taux de change, etc. Et nous savons également que les allocations, les sommes allouées sont limitées pour ce cycle à cause de l'augmentation de coûts des biens, des services centraux. Et il y a beaucoup de pays qui rencontrent des difficultés à cause de tout cela. Et cela veut dire que nos efforts pour cette pérennité, ce cofinancement, cette transition, cette optimisation de ressources, cela est aujourd'hui plus important que jamais. Et tout ceci dans un contexte que, enfin, si on fait un petit peu de recul, on voit que les financements nationaux et internationaux comptent pour beaucoup, pour permettre au Fonds mondial d'accomplir sa mission. Et si vous voyez l'investissement du Fonds mondial, eh bien, si bien nous reconnaissons l'importance des ressources allouées, eh bien, il y a 3 fois plus de ressources qui doivent venir des financements nationaux, ce qui veut dire que la façon dans laquelle nous pouvons nous engager pour obtenir ces financements nationaux, que nous pouvons les encourager, que nous pouvons optimiser les ressources, eh bien, cette façon sera absolument critique pour pouvoir satisfaire nos besoins. Et c'est justement pour cela que notre stratégie n'a jamais été aussi claire. Nous sommes en train de porter le focus sur le fait de faire croître les ressources, de vraiment engager les pays pour qu'ils puissent allouer davantage de ressources pour donner une réponse au sida, à la tuberculose et au paludisme, et aussi maximiser l'utilisation des ressources existantes. C'est ceci qui compte aujourd'hui pour la stratégie du Fonds mondial et nous allons en discuter justement au cours de cette session parce que cela touche à notre approche par rapport à l'optimisation des ressources, l'optimisation également de la finance, notre approche par rapport au système sanitaire. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à 2023-2025, notre capacité de gérer et d'avancer notre travail dans tous les domaines dont on vient de parler sera critique pour nous permettre de parvenir à nos objectifs au cours de ce cycle. Alors, pour commencer, je vais maintenant passer quelques minutes à vous parler du cofinancement. C'est un sujet auquel vous êtes familiarisé, mais je vais quand même parcourir ce sujet en revenant à des éléments basiques et aussi en me centrant sur les choses que l'on veut voir apparaître de façon collective pour ce cycle 2023-2025 d'allocation. Alors, pour rappel, le cofinancement
est primordial pour aider le Fonds mondial à atteindre ses objectifs de santé. Maintenant, si on prend un petit peu de recul et on voit les leviers du Fonds mondial pour influencer la santé domestique, la santé nationale, eh bien, le cofinancement est celui qui pose le plus de problèmes. Nous avons travaillé notre plaidoyer, nous avons soutenu des pays par rapport à des questions techniques, nous avons renforcé les partenariats. Cependant, notre capacité d'utiliser les subventions pour ouvrir une conversation importante à échelle nationale sur comment améliorer les réponses nationales, cela est critique. Le cofinancement a donc beaucoup de buts. C'est un outil de plaidoyer. Ça incite à augmenter la mobilisation des ressources nationales et améliorer le financement national. C'est une incitation pour pousser les pays à choisir des interventions spécifiques qui seront prédominamment financées par le Fonds mondial. Ça peut également servir de porte d'entrée pour d'autres parties prenantes, y compris les ministères de la Santé ou de la Finance, et ça peut également servir de levier pour relever les défis de l'appropriation par les autorités publiques. Maintenant, je vais revenir en arrière et je vais vous parler de notre politique de cofinancement et ce qu'elle cherche à atteindre. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cela, mais c'est important de se souvenir quel est l'objectif de notre politique de cofinancement. La première chose, c'est que nous voulons voir arriver davantage de financement national, en particulier dans les pays à faible revenu, où nous permettons en ce moment toute la flexibilité pour que les pays fassent leur engagement pour augmenter la résilience de leur système de santé. Deuxièmement, nous voulons voir davantage de dépenses nationales pour les ripostes au VIH, la tuberculose et au paludisme. Et numéro 3, avec cette politique de cofinancement, nous voulons absorber les coûts spécifiques financés par le Fonds mondial. Alors, si vous voyez notre portefeuille, vous allez voir des challenges au niveau de ces 3 points, que ce soit une faible priorisation en général, que ce soit de grands écarts, de grandes lacunes par rapport au financement pour la riposte nationale, que ce soit des coûts spécifiques par rapport au VIH ou à la programmation axée sur les populations. Il y a beaucoup trop de dépendance de ce Fonds mondial pour financer des interventions qui sont critiques pour leur impact. C'est-à-dire que notre politique de cofinancement veut aborder ces défis en même temps. Nous avons vu de bonnes tendances au cours des derniers temps. C'est vrai que les pays ont de plus en plus augmenté et amélioré leurs financements nationaux, euh, surtout depuis que nous avons établi au Fonds mondial la politique de cofinancement. Alors, je ne veux pas que vous m'interprétiez à tort. La raison, c'est que le cofinancement sera de plus en plus difficile, même plus difficile au cours de ce nouveau cycle, et c'est de plus en plus important. Et nous sommes conscients des challenges auxquels les pays se confrontent. Et il faut donc améliorer la politique nationale et la mettre en œuvre mieux encore que jamais. Alors, quels sont les obstacles rencontrés? Tout d'abord, les challenges liés à la difficulté de trouver les données, aux incohérences dans la documentation. Quand on voit les données venant des pays par rapport au financement, par rapport à leurs engagements, nous voyons un manque de qualité dans l'information ou alors nous voyons des incohérences au niveau de la documentation que nous recevons. Nous recevons une certaine information d'une source avec une tendance, et puis d'une autre source, on reçoit des informations contradictoires. Et il faut mettre un terme à cela. Dans d'autres cas, on a vu des liens inadaptés entre les engagements financiers et les résultats des programmes. Nous savons que le cofinancement est un moyen pour une fin et nous voulons l'utiliser justement pour augmenter les résultats de nos programmes. Il y a des cas où nous avons vu des engagements financiers qui ne s'adressent pas vraiment aux défis programmatiques les plus importants des pays. Alors, il faut voir comment renforcer ces résultats. C'est une priorité. J'avais dit également que un autre défi que nous rencontrons, c'est cette dépendance continue vis-à-vis du Fonds mondial. Cela dépend beaucoup des contextes des pays différents. Ça ne dépend pas tellement du portefeuille, mais nous savons que dans certaines parties du portefeuille,
alors que nos objectifs VIH vont requérir davantage d'investissements en prévention, eh bien, il y a encore une grosse partie de ces investissements qui viennent du Fonds mondial. Et nous avons vu, par exemple, très peu d'investissements par rapport au renforcement communautaire, ce qui est d'ailleurs l'une des pièces clés de notre nouvelle stratégie. Alors, il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles les subventions sont commodisées. Et par conséquent, il faut voir comment utiliser le cofinancement pour travailler avec les pays pour aborder tous ces défis. Un autre problème que l'on rencontre, c'est trop peu d'intérêt pour l'efficacité, pour l'utilisation du cofinancement de façon efficace. Il faut reconnaître également que lorsque les pays sont plus efficients avec les ressources existantes, euh, quand il y a des baisses de prix, par exemple, dans les biens, eh bien, nous devons trouver ces contextes favorables par rapport à nos politiques et nous devons donc porter notre focus là-dessus. Et finalement, nous voyons des pays où il n'y a pas vraiment de responsabilité prise par le pays. Dans certains cas, il y a même de la confusion par rapport aux engagements que font les pays. Quels sont les engagements faits par un tel pays, dans quel domaine, etc. Et quelles sont les parties prenantes. Et on voit également tous les membres de l'ICN qui doivent s'engager, qui doivent comprendre cet engagement. Alors voilà, nous avons vraiment besoin de renforcer la responsabilité du pays. Et le point final, c'est que finalement, si on aborde ces défis, que pouvons-nous faire pour ce nouveau cycle? Et comment pouvons-nous aborder ces défis? Eh bien, là, il y a quelques sujets principaux. Tout d'abord, il faut encourager l'appropriation et la responsabilité des gouvernements. Je ne dis pas cela parce que je ne pense pas que les gouvernements prennent des engagements. En fait, les engagements, les gouvernements prennent des engagements par rapport aux finances. Mais deuxièmement, le deuxième point porte sur le secrétariat. Nous avons des fois poussé pour avoir des engagements complexes qui sont difficiles à comprendre. Et il faut penser peut-être que la simplicité est bienvenue, c'est-à-dire simplifier et recentrer les critères pour les pays, se centrer sur ce qui compte pour le plus. Et troisièmement, il faut améliorer systématiquement les données que nous avons et la possibilité de suivre les engagements. Alors, quand on pense à ces trois domaines principaux, eh bien, cette diapositive souligne un tas de choses dans lesquelles on veut se centrer pour ce cycle 2023-2025. Alors, tout d'abord, les objectifs programmatiques. Comme je vous l'ai dit auparavant, le cofinancement est un moyen pour une fin. Alors, il faut voir comment le cofinancement se lie à l'objectif programmatique que l'on s'est fixé. Deuxièmement, il faut s'assurer que nous sommes clairs. C'est l'engagement total qui compte. Nous avons entendu dire de la part des pays qu'il y a une certaine confusion par rapport aux politiques de cofinancement centrées sur l'addition. Mais bien sûr, ce qui compte, ce n'est pas tellement les engagements additionnels, c'est vraiment comment on utilise toute la somme allouée. Et il faut donc penser au cofinancement en tant que totalité, non seulement en tant que montant additionnel. Et comme je l'ai dit auparavant, il y a des situations où il y a des engagements granulaires de la part de différents acteurs, ce qui fait très difficile, ce qui rend très difficile pour les pays de défendre. Et il faut se centrer sur ce qui compte vraiment. Il faut simplifier. Ensuite, il faut vraiment se centrer sur des engagements qui soient mesurables. Des fois, il y a des engagements qui deviennent très difficiles à comprendre au niveau de leur mise en œuvre. Et ceci est critique pour tous. C'est difficile pour le Fonds mondial de faire la traçabilité, de mesurer. C'est difficile également pour les parties prenantes des pays de faire la même chose, de tracer. Alors, il faut voir comment négocier, comment s'accorder à des engagements qui soient mesurables pour le prochain cycle. Et enfin, il faut vraiment accorder au préalable des sources de données et la fréquence des rapports. Et c'est vraiment l'un des focus du cofinancement. Il faut s'assurer que
nous ne voyons pas seulement les engagements financiers, mais aussi la capacité, par exemple, de passer des marchés publics, la capacité d'acheter et d'honorer les engagements de la part des pays. Alors, que faisons-nous afin de soutenir ces changements? Et comment est-ce que cela se relie au prochain cycle? Et après, je m'arrêterai. Eh bien, tout d'abord, on voit que quand on commence à poser une candidature pour le Fonds mondial, nous avons ce contexte de la demande. Nous avons plus de questions maintenant pour tenter d'avoir plus de clarté par rapport aux engagements. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on demande aux pays de soumettre un engagement obligatoire. Et nous ne pensons pas que ce soit vraiment un défi parce que cela fait partie déjà du processus de la plupart des pays. Mais nous nous centrons surtout sur la qualité de ces engagements et que ces engagements sont discutés à échelle nationale par toutes les parties prenantes. Nous avons optimisé le tableau de cofinancement pour que tout soit plus clair pour le prochain cycle. Si dans cette convocation, vous soutenez des instances nationales, vous verrez que nous avons ce nouveau tableau de cofinancement qui demande plus de clarté, qui parle des différentes sources à différents endroits. Et ce n'est pas vraiment pour vous accabler de travail, c'est vraiment parce que nous avons besoin de cette clarté. Aussi, nous voulons voir comment fixer des engagements et finalement, du côté du Fonds mondial, quelque chose que nous savons que nous allons discuter avec les différentes instances nationales. Nous voulons voir comment nous centrer sur les risques qui sont associés au manque d'accomplissement des engagements. Nous sommes conscients des difficultés des pays. Nous savons qu'il y a différents défis au niveau financier de la part de beaucoup de pays. Alors, quand on négocie les engagements, il faut également tenir compte des risques qui sont liés à cela et comment mitiger ces risques. Maintenant, je vais faire une petite pause afin de voir si vous avez des questions par rapport au cofinancement. Alors, permettez-moi de poser. Je vois déjà une question de la part de Gemma. Voyons s'il y a encore d'autres questions. Alors, ce que je vais faire, si ça marche pour vous, je vais commencer à parler de certaines de ces questions. Et je vais encourager également mes collègues à intervenir pour me donner du soutien. Oui, merci, Matt. En fait, simplement vous dire que pour nous assurer que tout est traduit, pouvez-vous lire au moins la partie critique de la question, de la lire à voix haute afin qu'elle puisse être interprétée. Très bien. Alors, la première question, elle est anonyme. Dans des cycles précédents, la lettre de cofinancement était un annexe requis au moment de présenter la demande. Pour 2023-2025, la lettre de financement est maintenant due pendant la préparation de la subvention. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est une très bonne question. Et les lettres d'engagement de cofinancement n'était pas obligatoire par le passé. Peut-être que c'était obligatoire pour le pays avec lequel vous travaillez, mais on voit différents types de lettres d'engagement. Et pour ce cycle, elles sont obligatoires. On considère que ces lettres sont critiques. C'est des documents pour nous qui sont soutenus par les différentes parties prenantes du pays et aussi nous recommandons qu'elles soient soumises avec la demande de financement au même moment. Cependant, nous souhaitons être un petit peu flexibles. Nous savons que les pays ont beaucoup de défis à relever.
au moment de la demande de financement. Alors, si cela n'est pas possible, si ce n'est pas possible de les soumettre, ces lettres, au moment de la demande, il faut quand même les soumettre avant l'approbation de la subvention. Mais nous recommandons vivement que ceci soit un document fourni euh, aussitôt que possible, si possible, vraiment au moment de faire la demande de financement, parce que c'est vraiment l'un des instruments dont on se sert. J'espère que cette réponse vous aidera. La deuxième question tourne autour de quelque chose que j'ai sans doute parcouru trop en vitesse. Alors, merci de poser la question. C'est autour des défis qui peuvent apparaître quand nous voyons par exemple l'achat de biens et les engagements par rapport au cofinancement pour des produits sanitaires. Alors oui, nous savons qu'il y a beaucoup d'engagements par rapport aux produits sanitaires et il y a une raison. Ce n'est pas nécessairement parce que le Fonds mondial vous pousse à cela, c'est vraiment lié également au fait qu'il y a une grosse partie de notre allocation qui est liée à des produits financiers. Alors maintenant, on est en train de réfléchir à comment faire que cet investissement porte également sur d'autres domaines. Mais c'est naturel que ce soit ainsi. Je crois que, en fait, la question porte sur quelque chose que j'ai mentionné au passage. Si on va trop vite par rapport au cofinancement des biens, des produits, si le cofinancement n'est pas là où il doit être, et si on pense on renvoie cet achat de produits au cofinancement, eh bien, nous pouvons avoir des défaillances à d'autres niveaux. Alors, ma recommandation en ce sens, c'est que s'il faut qu'il y ait une discussion au niveau du dialogue par pays par rapport aux engagements de cofinancement pour des produits financiers, pour des produits sanitaires, eh bien, il faut penser à la capacité des pays de se procurer de ces produits sanitaires à des prix assez accessibles. Et on voit des fois que ces engagements fonctionnent mieux quand il y a un certain, enfin, une certaine planification par phase. La troisième question, oui, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de sujets à couvrir aujourd'hui, mais c'est de de très bonnes questions. Alors, est-ce que la nouvelle table de lacunes financières est disponible? Oui, elle l'est. C'est sur notre site web. Alors, si vous soutenez des instances nationales, eh bien, de coordination nationale des ICN, eh bien, ça va être un document duquel vous servir. Et vous pouvez également poser des questions encore si vous avez voilà, des questions par rapport à ces tableaux. Demandez à votre équipe de pays et demandez à votre spécialiste financier de la santé. Il y a différents spécialistes maintenant qui veulent travailler de façon proactive avec les pays afin de combler cette brèche, cet écart financier. Et qu'est-ce qui compte pour les contributions en espèces comme partie du fonds de correspondance pour la perspective CSO? Alors, j'aimerais avoir plus de détails par rapport à cette question. Je ne suis pas sûre de saisir la question. Alors, si l'on parle des fonds de correspondance par rapport au Fonds mondial, c'est une modalité assez spécifique. Eh bien, ces fonds enfin, si les pays investissent plus que cette allocation, ils peuvent accéder à plus de fonds de correspondance pour cette intervention spécifique. Mais par rapport à la personne qui a posé cette question, je ne sais pas si vous pouvez fournir davantage de détails à ce sujet. Est-ce que nous avons d'autres questions? David, No, I think we have one more question coming in. je pense que nous avons une autre question qui vient d'arriver. Oui, je vois une question sur les dons dans le chat. Eh bien, je devrais demander, mais je dirais que bon, nous avons une définition par rapport à ce que nous acceptons en termes de cofinancement qui se met à jour, mais c'est spécifique pour les candidats. Et là, nous expliquons exactement ce que nous considérons pour cofinancement.
Le cofinancement, c'est la contribution des gouvernements. Donc, généralement, si les gouvernements font des dons des produits de santé, ils fournissent ces produits et donc ceci va être considéré comme une fourniture de produits, non pas une contribution en espèces. Nous voulons voir des investissements domestiques qui soient idéalement incorporés dans le budget sur une base annuelle. Donc, je vais prendre cette question et j'essaierai d'obtenir davantage de détails et je vais les mettre dans le chat. Je vais prendre cette dernière question avant de passer à la session suivante parce que je fais attention au temps aussi. C'est une excellente question. C'est difficile et merci Noura. La question concerne le fait que nous encourageons les engagements pendant le développement des subventions. Parce que il faut que le gouvernement s'engage pendant ce processus. Il peut être difficile pour le gouvernement de faire ça parce qu'il y a donc les cycles de financement et après il y a les plans ou les processus de planification au niveau national. C'est un vrai challenge. Et ce que nous essayons de faire, comme nous avons nos cycles de financement de 3 ans, tout d'abord, nous essayons d'être un petit peu plus flexibles concernant la date finale de présentation des promesses finales. Même si les pays peuvent faire des promesses indicatives, ils doivent attendre le début d'un cycle de financement pour pouvoir garantir que ces promesses peuvent être réalisées dans le budget. Nous ne voulons pas penser au cofinancement comme une chose pour un seul cycle, mais nous voulons penser au cofinancement comme une absorption graduelle des coûts associés au plan stratégique des pays. Donc, au lieu de penser que le Fonds mondial fournit des subventions et ensuite nous devons penser au cofinancement, ce que nous voulons faire en sorte, c'est dire voilà les coûts et sur le temps, nous allons essayer d'absorber de plus en plus de coûts de tout ça dans nos réponses nationales, dans nos stratégies. Parce que si nous devions travailler avec les pays demain pour offrir davantage de financement, ce serait peu réaliste de notre part de penser que les gouvernements pourraient correspondre à la même hauteur tous les ans. Donc, nous essayons d'être le plus flexible possible. Et des fois, quand c'est possible, nous pouvons prolonger des délais, des fois, des périodes. Mais nous allons bientôt envoyer les lettres d'allocation et les discussions sur les cofinancements doivent commencer immédiatement parce que, comme Noura l'a très bien dit, il n'est pas facile d'attendre jusqu'à la fin et ensuite demander que toutes ces choses-là soient prises en considération après coup. Je ne sais pas, Noura, si j'ai bien répondu à votre question, mais bon, je regarde également le temps. Alors, je propose que nous passions à la session suivante. Je vous encourage à continuer à saisir vos questions dans le chat concernant le cofinancement. Nous allons revenir sur les questions après. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, exactement. C'est bien. Parfait. Et maintenant, pour les collègues qui sont connectés, mes collègues, si vous voulez également compléter mes propos dans le chat, vous pouvez donc faire vos commentaires aussi. Alors, nous allons maintenant changer un peu de focus. Le cofinancement, évidemment, est lié à des questions plus générales liées à la pérennité et à la transition. J'aimerais parler maintenant sur l'approche du Fonds mondial concernant la pérennité et la transition, parce que tout ceci sera tout aussi important dans ce prochain cycle de financement. Pour ceux d'entre vous qui avaient travaillé depuis un certain temps avec le Fonds mondial, j'assume que c'est la plupart des personnes qui sont connectées à cette réunion, c'est un sujet qui sera nouveau pour vous. En 2016, le conseil d'administration du Fonds mondial a approuvé
notre politique de cofinancement, pérennité et transition. Et cette politique était un engagement de collaborer avec les pays pour renforcer d'une manière plus proactive la pérennité des réponses nationales et se préparer à la transition au-delà du financement du Fonds mondial. Lorsque la politique a été adoptée, lorsque le Fonds mondial a lancé davantage d'efforts sur cela, on l'a fait tout en reconnaissant que ceci est difficile, ceci est compliqué. Si vous regardez le secteur du développement dans son ensemble, bien, on voit qu'il y a de vrais challenges quand il s'agit de soutenir des investissements qui souvent proviennent de sources externes. Et dans le contexte du Fonds mondial, nous avons identifié des challenges réels, surtout à l'Europe de l'Est. Lorsque nous avons arrêté, lorsque nous avons quitté de certains pays, nous avons vu les incidences. Nous avons vu des programmes très importants de prévention rencontrer des problèmes de pérennité. Et donc, l'approche du Fonds mondial euh, c'est basé sur cela. Pour pouvoir garantir cette pérennité, nous devons travailler plus étroitement avec les pays. Maintenant, cela n'est pas nécessairement quelque chose de nouveau dans cette stratégie, donc d'une certaine ou d'une autre. C'est une continuation depuis notre dernière stratégie. Et il y a différents domaines principaux, des axes principaux inclus. Le premier, c'est nous devons nous concentrer sur la pérennité dans tout le portefeuille du Fonds mondial. Lorsque l'on parle de la pérennité de la transition, on considère ces sujets pour les portefeuilles seulement, pour les portefeuilles de transition. Mais la vérité, c'est que plus nous pourrons, lorsque nous pourrons commencer à travailler à ces sujets-là, ce sera très utile sur le long terme. Il y a également un axe très important concernant le progrès dans la planification. Ce travail étroit avec les pays, ça peut paraître un cliché, mais nous avons constaté que quand il y a une conversation nationale robuste autour de la pérennité, il y a plus de possibilités que ces challenges soient moindres, soient moins importants. Ensuite, un accent est mis sur l'amélioration des investissements stratégiques pour renforcer les SRPS ou le système de santé. Ceci est essentiel parce que tout ceci est la base des réponses des pays. Et puis finalement, là, un axe principal de cette politique est vraiment l'attention portée aux populations clés et vulnérables, aux droits humains et au genre. Et l'une des raisons, c'est parce que nous avons vu de vrais challenges au moment de maintenir des activités autour des droits humains, les questions de genre qui sont critiques en fait. Alors, qu'est-ce que nous entendons? Qu'entendons-nous par pérennité et transition dans le contexte du Fonds mondial? Je ne vais pas trop m'attarder sur cela, mais j'aimerais dire que lorsque nous pensons à la pérennité, et si vous avez les définitions que nous utilisons, nous ne nous concentrons pas sur le fait de soutenir un programme individuel ou une intervention individuelle. La politique et la définition est basée sur le fait de maintenir et d'élargir la couverture des services afin de pouvoir relever les challenges épidémiologiques qui existent. Et je dis cela parce que souvent, quand nous parlons des réponses pérennes, ceci ne concerne pas seulement des programmes spécifiques, mais il y a beaucoup de questions liées à l'innovation, à la transformation du système de santé. Tout ça doit être également considéré. Mais nous devons continuer à nous concentrer sur le maintien de l'accès aux services, de la couverture des services avec notre financement, mais sans notre financement aussi. Et la transition est vraiment la procédure à travers laquelle un pays commence à être indépendant du soutien du Fonds mondial. Et voilà cette image en bas de l'écran. C'est une bonne image si vous pensez à cette image comme le portefeuille, comme étant le portefeuille du Fonds mondial. Si nous considérons que le Fonds mondial couvre 100 pays du monde entier, eh bien, notre focus sur la pérennité et la transition concerne tous ces contextes, contextes de faible revenu, des contextes de revenus moyens, tous les contextes. Mais ce que nous demandons à chaque pays est différent. Dans un contexte de revenus faibles et moyens, où nous avons la plupart de notre charge, là, nous devons nous concentrer sur la pérennité sur le long terme. Et puis, lorsque nous passons des pays à faible revenu avec faible charge, où nous avons vu des réductions des allocations, là, nous devons commencer à avoir une conversation sur la transition
Et puis finalement, il y a une partie de notre portefeuille qui concerne donc la fin des subventions. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de fin abrupte de notre financement. Il est toujours difficile de parler de la pérennité parce que c'est un mot qui inclut plusieurs considérations. Nous avons mis l'accent sur certaines considérations qui, d'après nous, sont importantes et que les doivent prendre en considération, mais avec un bémol. Ceci dépendra beaucoup des contextes de chaque pays, des différents systèmes de santé, des différentes difficultés de financement rencontrées par chaque pays. Mais dans notre guide, dans notre directive, notre note qui sera disponible à la fin de l'année, nous avons mis l'accent sur certaines considérations clés. La première, par exemple, concerne le renforcement de la planification nationale. Comme je l'ai dit avant, là où nous avons vu des discussions robustes au niveau national, alignées avec des stratégies de santé plus robustes, des plans stratégiques nationaux robustes, eh ben, dans ces cas-là, nous avons vu que les pays sont mieux placés pour pouvoir relever les challenges de la pérennité. Le deuxième concerne le renforcement de la mobilisation des ressources nationales du financement de la santé. Le troisième concerne l'amélioration de notre harmonisation avec les systèmes nationaux. Dans beaucoup de cas, le Fonds mondial, c'est très bien financer des choses qui sont planifiées, mais nous sommes un peu moins bons quand il s'agit de financer en fonction des budgets, quand il s'agit de garantir que notre financement pénètre les systèmes nationaux, et ça, c'est très important. Bien sûr, ceci change d'un pays à l'autre, mais c'est quelque chose qui est important de considérer. Ensuite, nous devons trouver des manières pour faire pour renforcer les investissements stratégiques dans les systèmes résistants et pérennes pour la santé, maintenir et préserver l'accès à des produits de santé abordables et de qualité. Ceci a été un challenge de la pérennité énorme et il y a plusieurs alternatives pour résoudre ces challenges. Ensuite, mon collègue parlera du renforcement de l'optimisation des ressources. Et finalement, il faut considérer des stratégies pour prendre en compte les obstacles liés aux droits humains et au genre. Et puis, nous devons également renforcer la gouvernance de la santé vis-à-vis tout le système national de chaque pays. Voilà certains des challenges, certaines des choses sur lesquelles nous avons mis l'accent. Et ceci concerne tout le portefeuille en entier. Dans notre guide, nous avons inclus des spécifications qui peuvent être plus applicables aux portefeuilles qui sont plus proches de la transition. Pour une raison de temps, je ne peux pas entrer dans tous ces détails, mais si vous travaillez dans un pays, dans un contexte de revenus bas ou moyen et élevé, je vous encourage à regarder ces recommandations dans cette note de recommandation sur la pérennité et la transition. Et voilà, il s'agit d'accélérer le cofinancement dans toutes les interventions. Nous encourageons le cofinancement en général, mais lorsque nous sommes dans un contexte dans lequel nous commençons à quitter les pays, là, nous voulons voir un cofinancement plus accéléré pour toutes les interventions ou l'intégration de ces interventions dans tout le processus de renforcement et de transition du système de santé. Nous voulons également voir l'accès mis sur les populations vulnérables et ceci partout. Nous avons constaté des challenges très importants dans des projets de transition quand il s'agit de garantir l'accès aux populations clés et vulnérables. Et souvent, pour atteindre les objectifs programmatiques, surtout dans le cas du VIH, mais pas que, exige un focus plus important et travailler encore plus avec ces populations qui sont les plus touchées par les épidémies. Donc, il y a toute une série de considérations à la transition que nous avons également soulignées. Avant de m'arrêter et de passer la parole à ma collègue Shuren, j'aimerais réfléchir brièvement sur ce que nous espérons des pays dans les critères de financement. Et je souligne cela parce que compte tenu de la complexité de ce sujet, nous ne demandons pas aux pays de faire des commentaires sur des zones spécifiques. Ce que nous disons, c'est que nous voulons vraiment que les pays décrivent les challenges de pérennité qui, d'après eux, sont les plus difficiles et ceci dans toutes les dimensions de la pérennité. Donc,
épidémiologique, financier, programmatique, etc. Et nous voulons que les pays expliquent ce qu'ils font avec le support du Fonds mondial ou de partenaires ou avec d'autres initiatives nationales pour résoudre cela. Ceci dépend beaucoup des contextes nationaux. Dans certains pays, il peut s'agir d'une transformation du système de santé plus large. Dans d'autres contextes, il peut s'agir de financement de certaines interventions qui sont fortement financées par le Fonds mondial. Dans d'autres endroits, il peut s'agir de modifier les modalités de prestation de services. Mais vraiment, là où nous devons nous concentrer et nous améliorer pour 2023-2025, c'est l'identification de ces défis liés à la pérennité et comment nous travaillons ensemble pour les résoudre au fur et à mesure que nous avançons vers le cycle de financement prochain. Je vais m'arrêter ici pour vos questions, mais avant de passer aux questions, je vais passer la parole à mon collègue Shuken pour parler maintenant du point suivant sur l'optimisation des ressources. Alors, si vous avez des questions, pendant que mon collègue parle aussi, vous pouvez les écrire dans le chat. Oui, Matt, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour, collègues. Bienvenue à ce webinaire. Je suis Shufan Jan. Je suis consultante senior de l'optimisation des ressources. Merci pour me donner l'opportunité de faire cette présentation. Compte tenu les perturbations économiques que vit le monde, dépenser l'argent comme il faut est plus critique que jamais. Dans cette section, je vais me concentrer sur une révision du brief technique du Fonds mondial sur l'optimisation des ressources, dont le but est d'aider les pays à mieux optimiser les ressources. Ceci représente un effort conjoint et il y a donc des commentaires et des conseils de partenaires techniques et du panel du comité technique d'examen du Fonds mondial. Tout d'abord, je vais parler du cadre général et ensuite, je vais mettre l'accent sur certains éléments de la dimension de l'optimisation des ressources et je vais terminer par en passant quelques messages généraux et ce que nous espérons en ce qui concerne l'optimisation des ressources pour le prochain cycle de financement. L'optimisation des ressources est un concept pour maximaliser et soutenir des résultats de santé et un impact de santé pour le niveau des ressources disponibles. Le cadre est composé par 5 sous-dimensions liées dans toute la chaîne de la santé. Donc, les intrants, les processus, les résultats. Chaque dimension a 3 sous-domaines. La première dimension concerne l'économie, les intrants et dans ce cas, nous devons faire des efforts pour nous assurer que nous avons les bons prix pour les bons intrants. Ceci inclut les produits de santé, mais aussi les ressources humaines, les formations et donc des prix des services appropriés. Ceci exige également un niveau approprié de gestion des coûts. Ceci a été signalé en permanence par nos récipiendaires principaux et les membres du Fonds mondial. Pour cela, nous avons besoin d'un système d'approvisionnement robuste dans les pays pour nous assurer que tous les intrants sont fournis à travers des systèmes robustes, transparents, responsables, etc. La deuxième dimension est l'effectivité au moment d'atteindre les résultats. À part ce focus sur l'efficacité pour réduire la charge des maladies, il y a 2 autres dimensions que nous aimerions souligner qui incluent le fait de bien gérer les droits humains, les barrières liées au genre et autres, et l'efficacité dans le renforcement de nos systèmes communautaires et individuels pour pouvoir éradiquer les 3 maladies. La troisième dimension qui relie les intrants avec les résultats est l'efficience. Et je vais en parler plus tout de suite. Ensuite, la quatrième et la cinquième dimension sont l'équité et la pérennité ou le développement durable. Ceci fait partie de cette chaîne. L'équité implique d'investir de manière juste pour que personne ne soit laissé de côté et au final nous assurer que les résultats de santé sont obtenus aussi chez les plus vulnérables. Le développement durable inclut
des investissements de pérennité pour, et puis fournir des services financiers qui soient abordables, faisables programmatiquement pour pouvoir les maintenir sur le long terme. Et ceci signifie que nous devons faire des investissements domestiques significatifs pour augmenter la mobilisation des ressources et nous devons cibler les produits essentiels pour continuer à répandre et maintenir les interventions clés pour que les pays dépendent moins des risques externes. Finalement, mais tout aussi important, la transition réussie. Donc, tout ceci doit être considéré ensemble et les investissements ne peuvent pas être considérés indépendamment, mais en considérant toutes ces 5 dimensions. Et ces informations, vous allez les trouver dans la note technique sur l'optimisation des ressources et puis aussi des considérations à faire entre les différentes dimensions. Il y a des exemples aussi et vous pourrez les trouver dans les annexes de cette note d'information technique. Ces notes d'information technique ont été traduites en français et en espagnol et vous les aurez à votre disposition bientôt. Maintenant, je vais faire un zoom sur l'efficience, qui est une dimension très importante pour l'optimisation des ressources, tout comme les autres éléments dont Matt a parlé. L'efficience consiste à transformer les entrants d'une manière qui maximalise les résultats. Il y a 3 types d'efficience que nous recherchons. La première, c'est l'efficience allocative. Elle implique d'allouer les ressources stratégiquement dans toutes les interventions, chez toutes les populations et dans toutes les géographies pour maximiser les impacts. Ou autrement dit, c'est d'investir le mix d'interventions appropriées dans les endroits appropriés pour les groupes de population appropriés. Ceci est applicable aux interventions spécifiques à des programmes et à d'autres investissements. Ensuite, l'efficience technique qui se concentre sur des interventions spécifiques et les investissements, de sorte que les coûts des résultats de santé de qualité soient minimalisés. Par exemple, comment fournir des programmes de prévention pour les travailleurs du sexe de manière plus efficace ou des traitements MDR et comment mieux investir au niveau du système, comme par exemple au niveau des RH. Plus spécifiquement, au niveau des programmes, l'efficacité technique peut être atteinte à travers le choix de modalités de provision de services plus efficaces. Par exemple, passer des services de l'hôpital au centre de santé ambulatoire ou d'autres exemples, par exemple, réaliser des formations en ligne au lieu d'en présentiel lorsque ceci soit approprié. L'efficience technique peut être également atteinte en choisissant minutieusement les intrants appropriés dans la quantité appropriée. Par exemple, l'introduction de nouvelles technologies informées basées sur la rentabilité de ces nouvelles technologies. Et puis aussi réduire les coûts de livraison des services et renforcer la qualification pour réduire le gaspillage. Et puis une planification robuste également des différentes machines qui doivent être achetées ou louées pour la provision de services. Nous pouvons éliminer les duplications et nous pouvons améliorer l'intégration entre les systèmes de santé et les plateformes de provision de services. La troisième dimension, c'est l'efficience de la gestion des subventions. Ceci implique les gouvernements, les gestionnaires de systèmes. Le but est d'obtenir des gains d'efficacité et atténuer les risques programmatiques sur tout le processus d'exécution. Les 3 types d'efficience devront être approchés de manière holistique dans les demandes de financement. Il y a différentes
différents outils et analyses qui peuvent être utilisés pour soutenir les pays et améliorer leur optimisation des ressources. Certains de ces outils sont présents dans l'annexe 3 de la note d'information technique. On peut soutenir les pays à travers les modèles d'impact ou des modalités de provision de services basées sur la rentabilité. On peut comparer plusieurs options de provision de services. On peut également aider les pays à améliorer l'équipement des laboratoires et renforcer les réseaux informés par des cartographies géospatiales. Et faire ça aussi au niveau sous-national finalement, mais tout aussi important, ce type d'analyse peuvent aider les pays à améliorer l'efficacité de la gestion des subventions à travers des composantes. Si mes collègues ont des questions sur cette analyse, n'hésitez pas, et si vous voulez participer à des questions, n'hésitez pas à contacter nos collègues. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires de financement. Pour terminer, j'aimerais quelques messages clés. Comme vous le savez, il y a des critères de révision et l'optimisation des ressources fait partie des critères d'examen par le comité technique d'examen des propositions. Et ces messages sont harmonisés. Vous allez tout trouver dans les documents de recommandation. Nous devons considérer ceci dans tout le cycle de financement. Cette fois-ci, il n'y a pas de questions spécifiques sur l'efficacité de la rentabilité. Cependant, même si nous espérons que les pays fassent des efforts, nous pensons que ceci peut être articulé cohésivement à travers les fonds. Ceci a été articulé dans plusieurs endroits, comme montre ce tableau à droite, qui montre les différentes dimensions. Il y a un focus spécial autour de la privatisation, les investissements des programmes pour un impact plus grand, avec un focus sur la privatisation. Le choix stratégique de plateforme, modalité et d'intrants pour une meilleure provision de services. Les candidats sont encouragés à fournir de meilleures données et aux preuves pour rationaliser ce qui est demandé, y compris les demandes d'allocation des ressources et les plans d'allocation à travers la mise en œuvre du programme. Ils sont également encouragés à articuler l'effort global d'optimisation des ressources, notamment par un bon équilibrage de toutes les dimensions d'optimisation en fonction du contexte dans le pays. Dans certains contextes, les candidats doivent explicitement dire comment ils doivent renforcer et comment les processus sont bien équilibrés, ainsi que les impacts et les résultats. Et puis, leur performance sur le long terme. Disons que garantir cette optimisation des ressources est entre nos mains. C'est une responsabilité partagée et c'est un effort conjoint parmi tous les partenaires, les gouvernements, les ICN, les partenaires exécuteurs avec qui nous travaillons. Et nous avons très envie de continuer à travailler avec vous aussi. Et nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci, Shufain. Nous allons faire une pause maintenant. Je vois qu'il y a de très bonnes questions qui arrivent dans le chat. Je sais qu'il s'agit de questions vraiment très importantes. Nous avons touché beaucoup d'éléments. Donc, nous allons maintenant prendre quelques questions. Peut-être je vais donner à ma collègue Shuhan un moment pour qu'elle puisse les lire avant que nous ne commencions. Et ensuite, je vais prendre 10 secondes pour
atteindre, pour répondre à la question de Winfred, je pense que Winfred se réfère à un type de cofinancement plus spécifique plutôt que la politique de cofinancement plus générale que nous avons. Donc, je suggère, enfin, je vous répondrai plus tard. Je vous remercie de votre retour, mais je n'ai pas encore bien compris. I think from Roger. Il y avait une question également de Roger par rapport à s'il y aura des changements fondamentaux par rapport à la proportion du cofinancement et si cela va augmenter. C'est une très bonne question, Roger. Et en fait, nous n'avons pas prévu de changement de politique avant ce nouveau cycle. En fait, nous voulons que les pays fassent des engagements ambitieux par rapport à leur réponse nationale, mais nous voulons bien sûr que les engagements soient réalistes, c'est-à-dire qu'ils soient viables, qu'il y ait de fortes chances qu'ils soient mis en œuvre. C'est-à-dire que nous n'allons pas demander davantage, mais plutôt mieux. Plus de qualité, c'est-à-dire plus de focus sur les choses dont j'ai parlé auparavant. Nous savons qu'il y a des lacunes de financement, nous savons qu'il y a des défis pour obtenir des ressources et nous savons également qu'il faut être prudent pour demander davantage, c'est-à-dire que nous allons conserver vraiment les paramètres basiques de la politique, mais nous allons vraiment nous centrer sur la qualité et non pas tellement sur la quantité. Alors maintenant, je vais lui donner la parole. Nous avons peut-être 2 à 7 minutes. Choufen, voulez-vous intervenir? On va peut-être laisser la première question parce que ça porte un certain temps et je vais demander à des collègues dans le département des finances. Mais avez-vous des commentaires, par exemple, sur la question de Gemma? Merci. Merci, c'est de très bonnes questions. Je vais les réviser en fait sur l'écran et vous revenez vers moi si j'oublie quelque chose. Oui, c'est un très bon point en fait que vous avez fait. L'optimisation des ressources, c'est pas découper les coûts, c'est vraiment optimiser les ressources pour améliorer le résultat. Et nous encourageons cela pour le bien de l'efficience. C'est-à-dire que restez sûr que ce sera très important de penser à la qualité du service, spécialement les conséquences sur le long terme ou l'impact sur le long terme du fait de suivre une politique. Et puis par rapport à la demande de financement, ce serait bien si les candidats peuvent démontrer la façon dont les ressources sont allouées ou utilisées afin d'obtenir de meilleurs résultats, c'est-à-dire avec cet élément de qualité incorporé. C'est pas tellement de baisser les coûts, c'est de penser à la raison du processus et aux options, à toutes les options, si elles ont toutes été envisagées afin de rationaliser comment améliorer la prestation d'un service. C'est-à-dire, même si la quantité augmente, pourvu que la qualité augmente et que le résultat soit meilleur, eh bien, c'est quelque chose que nous allons apprécier. Alors, ça, c'était la question numéro 2. Et la question numéro 3 de Gemma. Oui, merci. Oui, l'efficience de la gestion de la subvention est un domaine dans lequel on se centre et il y a un coefficient d'impact. Et nous voulons trouver des façons innovantes de donner les services et d'améliorer la gestion de la subvention. Ceci transformerait notre investissement et donnerait de meilleurs résultats. Choufen, on va peut-être passer à la diapo suivante parce que peut-être que vous n'avez pas vu ces questions. J'aime un commentaire. Votre question est un très bon commentaire sur la traçabilité duale du financement. Nous encourageons les ICN non seulement à penser au gouvernement, mais aussi à la société civile en tant qu'acteur de mise en œuvre. D'ailleurs,
En fait, la société civile est beaucoup plus inclinée à mettre la communauté au centre. Et c'est bon, c'est la bonne voie parce que nous avons besoin de porter plus d'attention à la communauté et aux sociétés. Cependant, je vais faire un commentaire, spécialement quand on pense à la pérennité. Il faut penser non seulement au fait de trouver des façons d'avoir plus de mise en œuvre de la part de la société civile et de la communauté, mais aussi penser aux accords de mise en œuvre, parce que nous avons vu des défis, même là où il y a un financement fort de la part de la communauté fournit ses services. Si ce financement n'afflue pas des gouvernements, eh bien, nous avons affaire à des défis par rapport à la pérennité de cela. Il faudrait penser à quel est notre objectif. Et notre objectif doit être un financement durable, pérenne des systèmes communautaires. Et cela veut dire qu'il faut penser au long terme. C'est pas tout simplement d'avoir plus de subventions, mais vraiment d'avoir plus de financements nationaux. Et ceci passe par le fait de bâtir un bon rapport avec le gouvernement et les communautés. Fine. Alors, voici d'autres questions avant de passer à la section suivante. Alors, pour Roger, je vais vous dire que nous espérons davantage de subventions dévouées à améliorer la qualité des données financières, y compris le coût de l'information, la traçabilité de l'information pour avoir des analyses beaucoup plus efficientes. Alors, si cela est le cas, ce serait très, très bien, surtout pour le module SRPS. Nous avons des modules pour les pays qui s'investissent à améliorer leur système d'information de données. Et nous avons certaines ressources pour soutenir les pays au moment de projeter et de faire des analyses de coût-efficacité. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers nous pour voir les pays qui reçoivent ce type de soutien en coordination avec les partenaires. Et la question sur l'efficience au travers des trois maladies pour la SRPS, oui, c'est très important quand on parle de l'efficience technique. Nous avons un grand focus par rapport à l'efficience après les maladies, post-maladie. Et là, il y a l'importance de l'intégration, de la planification, de rationaliser l'investissement dans les laboratoires, les chaînes d'approvisionnement. Ceci peut porter vraiment sur les trois maladies et c'est un domaine très important. Et il faut également faire un effort pour aider les pays à quantifier l'efficience par rapport à l'approche de prestation de services qui a avant été considérée en silo. Alors, oui, c'est vrai que c'est très important d'assurer la qualité de cette prestation de service. Et finalement, quelle est la position du Fonds mondial par rapport à l'approche One Health? Et comment l'intégration, comment le renforcement de système, eh bien, c'est justement un exemple de comment nous souhaitons travailler sur cette One Health approach. Nous soutenons également l'approche multisectorielle pour le TB. Nous voulons aborder les déterminants sociaux de la santé et c'est pour cela que vous voyez apparaître les questions liées à l'équité et les droits humains. C'est vraiment pour promouvoir les efforts de notre communauté par rapport à cette prestation de service. Oui, nous suivons de très près, bien sûr, cette approche au One Health. Merci, Shufein, merci énormément. Je regarde la montre et peut-être que nous allons ne pas aborder une question, ça ou là, mais si c'est le cas, bien sûr, on tentera de revenir plus tard à ces questions que nous n'aurons pas abordées encore. Mais dans l'intérêt du temps, nous allons continuer. En tout cas, Choufen également, si vous voulez aborder des réponses plus tard à ces questions qui manquent. Alors, je vais faire la transition finale de la session, de la journée, pour vous parler un petit peu
d'un sujet qui est différent. C'est les financements innovants et ensuite le renforcement des investissements dans les systèmes de financement. Et je sais que c'est un grand changement, c'est-à-dire que nous passons de la pérennité, la transition, le cofinancement au financement innovant. Mais c'est vraiment un élément remarquable de notre travail également. Alors maintenant, quand je parle de financement innovant, eh bien, notre stratégie du Fonds mondial est très claire. Nous devons être beaucoup plus proactifs par rapport à ces financements mixtes et à ces échanges de dettes. Et là, en fait, ceci n'est pas un marteau à la recherche de clous. Ce n'est pas le fait de s'engager dans d'autres modalités parce que ce soit possible. C'est le fait de s'engager parce que nous savons que dans un contexte où les pays s'endettent de plus en plus, dans un contexte où nous voyons apparaître de véritables défis pour obtenir des ressources additionnelles, un contexte dans lequel nous ne voyons pas tant d'alignement que nous devrions le voir entre les différents partenaires, eh bien, il faut vraiment penser à comment faire des investissements conjoints avec les partenaires. Et l'échange de créances est quelque chose qui a un impact. Et vraiment, ceci est beaucoup plus proéminent pour notre stratégie 2023-2028. Alors, avant de passer à ce domaine, les financements innovants, c'est un terme qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, à quoi faisons-nous référence et à quoi nous centrons-nous dans cette nouvelle stratégie? Et nous encourageons vraiment les pays à y penser quand ils font leur planification de demande de financement. Alors, on parle de financement mixte et là, c'est vraiment là où on pense à combiner les fonds du Fonds mondial avec d'autres sources de financement. Alors, le financement mixte c'est du financement qui vient de banques de développement multilatérales et d'institutions de financement de développement. Et le Fonds mondial, en fait, peut faire que le coût d'emprunt d'argent soit plus attirant pour les partenaires. Des fois, il y a des modalités multiples, mais c'est en tout cas une tentative pour tenter de maximiser l'utilisation de notre financement en combinant cela avec un autre partenaire. Alors voilà, c'est une modalité à laquelle nous donnons priorité dans notre stratégie. Et ensuite, nous avons la deuxième modalité, j'ai un collègue qui peut y répondre, c'est le travail autour de Debt to Health. Alors, quand je parle de ce Debt to Health, eh bien, le pays qui met en œuvre s'accorde à investir dans des programmes pour lutter contre le VIH, tuberculose et paludisme. Et au retour, un pays créditeur annule la dette du pays maître d'œuvre. Et nous savons qu'il y a différents gouvernements qui ont mis en œuvre cela dans différents contextes et c'est une façon intéressante de penser aux challenges liés à la dette et améliorer les investissements. Alors voilà, c'est les deux modalités principales auxquelles nous pensons pour cette stratégie, pour ce nouveau cycle. Alors quand on pense à la finance mixte, eh bien, il y a beaucoup de questions ou de raisons pour lesquelles on y pense. Des questions stratégiques, par exemple. Par exemple, le fait de rassembler des ressources additionnelles. Et dans ce cas-là, en fait, il y a beaucoup d'attentes sur comment investir sur des systèmes résilients pour la santé, comment être mieux préparé aux pandémies. Nous savons que nous vivons dans un environnement contraint au niveau des ressources, c'est-à-dire que ce financement mixte et ce fait de rassembler les ressources peut être très utile pour les ripostes à ces trois maladies. Il y a également des raisons stratégiques réelles par rapport à cette possibilité. Le fait de travailler avec des partenaires qui ont plus de facilité au niveau du calendrier et qui peuvent peut-être nous permettre de surmonter certains défis par rapport à la pérennité et nos problèmes de pérennité avec ces investissements conjoints.
Et aussi, certains partenaires de développement avec lesquels nous travaillons, quand on pense à la finance mixte ou aux investissements communs, ils peuvent avoir une certaine expérience avec la présence dans un certain pays, peuvent pouvoir partager leur expertise, peuvent avoir des institutions nationales qui peuvent renforcer qui peuvent nous renforcer en matière de données, etc. Ou il peut y avoir également une autre capacité de travailler à un niveau sous-national. Le Fonds mondial n'a pas toujours été capable d'interagir au niveau sous-national avec les différents partenaires, c'est-à-dire qu'il y a d'autres institutions qui pourraient aider à ce niveau. Et voilà, il y a une série de raisons, mais la liste n'est pas définitive. Il y a beaucoup de partenaires de développement qui considéreraient les investissements communs qui fonctionnent déjà en tant que système qu'investissement pour transformer le système sanitaire. Et ceci nous permet d'aborder cette situation. Je vais vous donner un exemple. Je travaille sur 2 investissements communs, en fait, où les pays tentent de voir comment gérer la tuberculose dans un contexte de transformation du système de santé. Et l'un des partenaires supporte le pays et nous sommes en train de travailler sur des investissements communs pour mieux soutenir ces efforts. Et dans l'autre cas, nous sommes en train de considérer comment les communautés migrantes peuvent se lier au schéma de sécurité sociale. Et là, en fait, le partenaire fait un grand investissement là-dessus, c'est-à-dire que au lieu d'agir nous tout seuls, on peut compter sur ce partenaire parce que les partenaires peuvent présenter des avantages comparatifs quand il s'agit de santé, enfin, là, les investissements pourraient être très bénéfiques à ce niveau, les investissements conjoints ou communs. Je vais vous donner d'autres exemples parce que, en fait, c'est des exemples qui illustrent le mieux la situation. Et il y a aussi l'exemple du Laos. Alors, dans ce contexte, le pays était en train de travailler pour renforcer la santé primaire. Et qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une approche intégrée des systèmes de la santé? Ils se sont centrés sur les maladies infectieuses et au lieu de travailler seuls, en ce sens, maintenant, il y a un investissement commun avec la Banque mondiale et avec d'autres et on tente d'apporter des innovations au niveau communautaire. Un autre exemple, c'est l'Amérique centrale avec l'élimination du malaria. Et en fait, parmi des multiples pays en Amérique centrale, il y a un investissement concret pour l'éradication du paludisme. Et là, le Fonds mondial a travaillé avec des banques régionales de développement et d'autres donneurs autour d'un cadre de performance commun afin que cette éradication du paludisme devienne une réalité. Et puis, il y a un autre contexte en Inde où nous avons utilisé ce mécanisme de financement commun afin d'apporter des investissements significatifs pour la tuberculose. L'Inde est l'un des pays le plus important au niveau de la tuberculose et nous avons réduit le coût d'emprunt de la part du gouvernement de façon qu'ils étaient capables de faire davantage d'investissements, de prendre davantage d'emprunts pour la riposte à la tuberculose. Et puis au Pakistan, il y a eu un investissement commun où la Banque mondiale travaillait déjà à un projet lié à la santé primaire et en travaillant avec cette Banque mondiale, donc nous avons réussi à de meilleurs résultats. Alors voilà, je vous cite ces exemples, non pas parce que le financement commun toujours ressemblera à ça, mais pour vous montrer vraiment qu'il peut y avoir des raisons stratégiques pour considérer cette possibilité. Et en ce sens, nous avons fait un changement très important dans la demande de financement. Nous encourageons les pays à parler avec nous et nous dire s'ils veulent considérer, s'ils veulent envisager ce type de financement commun dans leur demande de financement. Nous n'allons pas requérir que le financement soit dépensé de cette façon, mais nous donnons l'opportunité au pays de nous dire s'il y a, enfin, si c'est envisagé
de se servir de ces investissements communs. Et cela veut dire qu'il faut prendre une approche plus stratégique autour du portefeuille. On verra donc que dans la demande de financement du nouveau cycle, il y a une section où nous demandons les candidats de décrire les modalités de financement, quels seraient les partenaires, quels seraient les calendriers. Et c'est vraiment une opportunité pour avoir une discussion robuste au niveau national pour voir si ces investissements en commun sont envisageables ou non et peuvent ou non maximiser les impacts. Ces investissements communs peuvent apparaître aussi hors cycle et il n'y aura pas toujours une clarté parfaite au niveau de ces investissements communs au début. C'est-à-dire que nous continuons à nous intéresser à cela, nous sommes ouverts, que ce soit lors de la programmation des subventions, que ce soit dans d'autres étapes, mais vraiment, nous voulons que soit soulevé l'intérêt de ce type d'investissement au moment de la demande de financement. Quelques messages par rapport à ces financements innovants. Eh bien, l'engagement précoce avec des ICN sur les éventuelles opportunités de considérer ces financements communs, eh bien, c'est quelque chose de critique. Et nous en avons déjà parlé lors des discussions avec les équipes des pays et il y aura aussi plus de discussions avec les partenaires des pays par rapport à envisager ou non ces investissements communs. Un autre message clé, c'est que même si les discussions pendant le dialogue au niveau du pays sont préférables, les opportunités peuvent être définies ou concrétisées tout au long du cycle de financement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un alignement parfait lorsque les pays font leur demande de financement, de toute façon, il faut continuer à penser si à un moment, il y aura des opportunités de mise en œuvre de ce type de financement. Troisièmement, de multiples sources de financement peuvent être employées. Nous avons le financement stratégique du secrétariat, le financement de partenaires, mais je veux vraiment encourager les pays à penser à utiliser des fonds d'allocation de partenaires. Et je ne dis pas cela parce que nous ne voulions pas divertir ce fonds depuis des sources plus traditionnelles de chez nous. C'est vraiment parce que nous voulons voir se maximiser l'impact du financement autour d'objectifs stratégiques. Et nous pouvons utiliser une partie des fonds alloués pour faire un investissement commun. C'est-à-dire que quand on pense à 2023-2025, l'exploitation de financement innovant peut compléter les subventions du Fonds mondial et c'est vraiment, et nous espérons en fait pouvoir travailler davantage à ce sujet avec les différents pays. Avant de faire une petite pause pour les questions, je veux souligner quelque chose de plus, très rapidement, autour du renforcement des investissements dans les systèmes de financement du secteur de la santé. L'un des changements que vous rencontrerez autour de ce nouveau cycle, c'est que le Fonds mondial a mis à jour le cadre modulaire afin d'inclure une nouvelle catégorie pour le système de financement du secteur de la santé. Si vous ne connaissez pas le cadre modulaire, eh bien, je fais référence à un cadre qui organise comment on dépense les allocations du Fonds mondial. Et cela fait partie du SRPS. Alors, nous avons établi des catégories et pourquoi est-ce que cela est critique? Eh bien, parce que ça offre aux pays plus de clarté d'une utilisation potentielle de nos fonds d'allocation pour renforcer, par exemple, le système de financement de la santé, en fait, ce qui peut être un défi, ou alors pour la traçabilité des ressources, qui peut être critique pour certains pays. Ça peut être également le fait d'investir davantage dans les communautés. C'est le contrat social. Ça peut être également le fait de financer l'assistance technique ou alors la planification au niveau national pour penser à d'autres aspects. Et je vous offre cela à titre de réflexion parce que si nous pensons
à comment utiliser notre allocation, eh bien, il faut penser non seulement aux besoins immédiats, mais au long terme, à cette question de la pérennité. Et maintenant, ce cadre modulaire nous donne beaucoup plus de clarté à ce niveau. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je m'arrête. Je sais que nous avons vraiment fait un grand parcours, mais là, on va se poser pour voir certains aspects. Je sais que le sujet est très, très vaste, mais on va voir s'il y a des questions par rapport au financement, par rapport au renforcement du financement du secteur de la santé. Et je vais revenir donc voilà, à aborder les questions du groupe. Il y a certains collègues ici qui sont spécialisés dans les finances mixtes, le financement mixte, Vlasis, ou si quelqu'un d'autre souhaite intervenir, bien sûr. Y a-t-il des questions? Yes, we have one question Oui, nous avons une question that came from Nora. So we can add it. que nous pouvons rajouter de Nora, Nora, à savoir si nous avons développé des partenariats à échelle globale et comment partager cela de façon plus robuste avec les pays pour qu'ils puissent savoir. Eh bien, je pense que vous faites référence, Agnès et Benoît, si vous voulez intervenir. Si nous avons un partenariat établi avec la Banque mondiale, la Banque de développement américaine, eh bien, nous avons considéré cela et en fait, c'est un point très important. Je ne sais pas comment on a communiqué cela aux différents pays et on prend note, Nora, on verra bien si on peut communiquer cela de meilleure façon aux pays. Benoît, en fait, si vous voulez commenter. Oui, merci Nora pour cette question et merci Matt pour cette vision générale sur le financement innovant, les mécanismes et les instruments de financement mixte. Eh bien oui, c'est vrai que nous sommes en train de développer un sens de partenariat à échelle globale et nous sommes en train de développer des modalités de travail conjoint au niveau des banques de développement, au niveau de la Banque mondiale, donc Banque de développement américaine aussi, et le BEID très bientôt. Et en fait, justement, c'est le but de la discussion aujourd'hui. Tout ceci, c'est justement pour sensibiliser au niveau du pays, justement parce qu'on travaille en partenariat avec des partenaires sur le terrain. Alors, nous voulons que vous soyez conscient de cette potentialité de ces nouveaux instruments, parce que si vous voyez un projet qui arrive dans les mois prochains, eh bien, avec ces nouvelles institutions, eh bien, vous pouvez faire le lien et il y a peut-être une opportunité potentielle pour ces investissements communs. Idéalement, je dirais que ça devrait venir, c'est-à-dire qu'il y a un point de rencontre au milieu, mais en tout cas, ça devrait venir dans les deux directions, mais en tout cas, du côté du travail du pays. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Benoît. Agnès, je vois que vous êtes apparu un moment. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui. En fait, c'était une très bonne présentation. Oui, et il va falloir parler plus haut ou s'approcher du micro. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'était une très bonne présentation. On a parlé de la section des financements mixtes, c'était très clair. L'une des choses clés qu'il faut garder en tête, c'est que vu qu'il y aura des défis pour soulever des ressources domestiques nationales, c'est très important pour les ICN et pour les personnes qui travaillent au niveau du pays avec le Fonds mondial. Eh bien, c'est très important de savoir ce que d'autres font
au niveau des banques de développement multilatéral est de rechercher constamment des opportunités de travailler ensemble. Et c'est le même message que je passe au niveau des banques de développement multilatéral, qu'elles sachent qu'elles doivent sortir et voir et connecter avec les ICN et avec d'autres instances pour trouver un espace pour ce financement commun, quel que soit le mécanisme, parce que c'est vraiment là où il va falloir construire des systèmes de santé tout en tentant d'éradiquer 3 maladies. C'est très important pour nous d'être innovants au moment de mettre en œuvre ces financements innovants. Merci. Merci beaucoup. Merci Ennis et merci Benoît de vos commentaires. Alors, je vais maintenant revenir aux questions posées sur l'écran. Je sais que nous sommes près de la fin. Nous devrons, en fait, voilà, nous allons continuer quelques minutes encore pour aborder certaines questions. Je vais vous demander, Choufen, de revenir pour parler de l'efficience. On voit cette très bonne question que nous n'avons pas pu suivre malheureusement. La réponse, c'est que oui, nous vous demandons vraiment d'avoir cette discussion beaucoup plus en profondeur au moment de la demande de financement. Et là, en fait, comment renforcer le dialogue entre les entités qui sont vraiment impliquées dans la riposte du paludisme, TB, VIH et les autres partenaires qui peuvent financer des activités complémentaires par le système de la santé. Comment combiner tout cela? Nous voulons voir un plus grand focus là-dessus. En même temps, nous ne savons pas vraiment ce qui deviendra ou quels seront les schémas de financement. Alors, si ce n'est pas possible de le faire au moment de la demande de financement, eh bien, nous demandons au pays quand même de rester attentif au moment de la mise en œuvre. S'il n'y a pas le potentiel de faire ça, pourquoi ne pas l'inclure dans la demande de financement? C'est-à-dire, si nous recevions des ressources additionnelles, nous considérerions ce partenariat avec tel ou tel autre partenaire pour faire ceci et cela. Alors voilà, c'est ce que nous encourageons au niveau du dialogue par pays. Et maintenant, il y a une question encore. Je vais revenir vers Choufen. Je ne sais pas si elle veut aborder la question de Claude. Choufen? Merci à Claude pour avoir mentionné ceci. C'est un exemple très important qui montre que nous devons renforcer la planification intégrale pour nos investissements. Ceci concerne aussi les ressources humaines, les missions, les formations, les différents systèmes. C'est une très bonne opportunité pour améliorer l'efficacité au niveau du système et j'encourage les collègues à regarder notre note d'information sur le SRPS qui indique très clairement nos suggestions autour de la planification et du système de laboratoire. Pour le système de laboratoire, nous encourageons les pays à rationaliser le nombre de machines à acheter et nous les encourageons également à considérer quel type de services ils peuvent offrir pour avoir une approche plus intégrée. Il ne s'agit pas seulement pour le VIH ou pour la tuberculose, mais pour le paludisme aussi. Et idéalement, ces machines-là peuvent être utilisées pour le COVID ou d'autres maladies. Donc, nous encourageons de plus en plus les pays à réaliser des analyses complémentaires de réseau pour penser à l'équipement du laboratoire pour pouvoir améliorer le système en général pour les investissements dans le système de laboratoire. Donc, je suis vraiment d'accord avec vous, Claude, concernant l'efficacité du système d'investissement. Merci. Merci, Shufeng. Maintenant, concernant la question de Theosius sur quels sont les paramètres qui peuvent être considérés ou utilisés pour améliorer le cofinancement ou quels facteurs peuvent augmenter le cofinancement. J'espère que je comprends bien la question, mais quelques idées. Tout d'abord,
la quantité de cofinancement que nous exigeons, basée sur notre politique, dépend du niveau de revenu. En général, dans les pays à faible revenu, nous demandons moins, dans le sens où lorsqu'un pays reçoit une allocation, la quantité de financement additionnel que les pays doivent compromettre pour leur réponse est un peu inférieure que dans les pays à revenus moyens. On fait cette différence pour des raisons évidentes, parce qu'il y a cet encouragement aux pays qui ont un niveau de revenu moyen à participer davantage, à cofinancer davantage. Il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, nous pouvons être plus robustes avec les pays quand il s'agit d'augmenter le cofinancement, quand il y a une faible priorisation des services de santé en général ou des écarts dans des zones spécifiques où nous voyons de très fortes dépendances par rapport au Fonds mondial, par rapport à d'autres pays ou par rapport à la région. Disons qu'il y a plusieurs facteurs. Et j'aimerais dire aussi que dans nos discussions avec nos pays dans le cycle 2023-2025, je pense que ce que vous allez voir, c'est des conversations plus nuancées. Nous n'allons pas seulement parler du combien, mais du quoi. Parce que nous reconnaissons deux choses. La première, c'est que les pays se sont engagés à cofinancer depuis un certain temps, mais en même temps, les pays font face à des difficultés économiques très importantes. Donc, nous devons vraiment considérer les niveaux et les quantités appropriées et la qualité de ces engagements également, ainsi que d'autres opportunités pour être vraiment plus efficaces avec les ressources existantes et que ceci compte comme du cofinancement. Donc, nous allons vraiment considérer tout cela. Mais ceci ne veut pas dire que le Fonds mondial s'éloigne du cofinancement. Pas du tout. Non, ceci est extrêmement critique pour le succès de l'organisation, mais aussi des réponses nationales dans le cadre des 3 maladies. Mais nous voulons avoir une conversation robuste et plus nuancée avec les pays concernant leur espace fiscal, ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, comme je l'ai dit, ce sera des conversations non seulement sur le combien, mais sur le quoi. Voilà, j'espère que j'ai pu également répondre un petit peu la question de Roger. Et on dirait que nous avons répondu à la plupart des questions. Et je sais que nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Donc, à moins que quelqu'un ait une question urgente, je pense que je vais terminer sur cela, la réunion. Ou alors, je vais revenir sur ma diapositive principale pour dire tout d'abord merci à tous les participants pour s'être rejoints à nous. Je sais que ça a été une espèce de tour de force qui a compris beaucoup de choses. Mais je pense que si nous regardons, si nous prenons du recul et que nous regardons un peu tous les éléments exigés par la stratégie, les choses qui sont importantes pour les communautés, les personnes touchées par le VIH, la tuberculose et le paludisme, si nous pensons à comment utiliser la politique de financement pour renforcer également le système dans chaque pays, lorsque nous considérons nos challenges, si nous considérons comment nous allons optimiser les ressources externes et internes, si nous considérons comment nous pourrons renforcer nos systèmes de santé pour assurer leur pérennité au niveau national, et si nous pensons aux mécanismes innovants, eh bien, tous ces facteurs-là seront critiques pour le succès et notre capacité de continuer à progresser dans la lutte contre les 3 maladies. Donc, j'espère que ceci reste un thème important dans le prochain cycle de financement 2023-2025. Merci. Merci à mes collègues du secrétariat. Merci à nos collègues de communication et d'accès. Et merci à tous les participants qui sont joints à nous. J'espère que cette session aura été utile pour vous.
Thank you very much. Merci beaucoup. And please do reach out to us. Et n'hésitez pas à nous contacter et regardez le guide, les matériels. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous.